Alors, bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Question de vous présenter un peu mieux le contenu et la philosophie de la formation de PNL qui sera présentée à Arche Suisse en mars. On parle d'une semaine intensive, de 7 jours d'immersion dans le monde de la PNL, ses protocoles, ses manières de calibrer les déterminations d'objectifs, ses manières de mesurer le changement et tous ces outils, autant de questionnements que de cheminement à travers des protocoles, un peu comme vous l'aviez vu quand même à l'Arche dans votre cursus de formation, mais en mettant plus d'emphase sur certains outils qui avaient moins été mis en relief durant la formation de l'Arche. L'idée derrière tout ça, je vous en parle un peu. Ensuite, je vous parlerai un peu de moi. Ça a été de rendre hommage, en fait, au tronc commun qu'il y a entre la formation qui est donnée à l'Arche, donc toute la formation de cycle 1, qui contient, mine de rien, beaucoup de concepts, beaucoup de techniques aussi qui sont communes à la PNL. Et ben, un cursus de PNL que je connais très bien parce que je suis formatrice à Coaching Québec depuis des années, ayant été formée en fait en alternance au tout début de mes formations entre des petites parties de cours de PNL, des modules de formation en hypnose, d'autres parties plus avancées en PNL, d'autres parties plus avancées en hypnose. Ayant vécu une formation qui était comme ça, tout en enchevêtrement et en chevauchement, j'ai pu vraiment vivre dès le départ, en fait, la plus-value qu'il pouvait y avoir entre une pratique de l'hypnose qui inclut de la PNL et l'inverse, une pratique de la PNL qui inclut des outils hypnotiques et du questionnement inductif. Alors, riche de ce bagage-là qui était double et ma connaissance du cursus de PNL de Coaching Québec, il y a eu cette réflexion de permettre à des gens qui sont certifiés à l'Arche, qui ont déjà dans leurs acquis des belles compétences en fait d'accompagnement et des belles compétences en calibration, de leur permettre d'aller chercher ce qui leur manque pour avoir une équivalence d'acquis certifiante, hein, vraiment une vraie certification INLPTA. Donc, d'aller vraiment compléter le cursus de l'Arche et ben, j'ai envie de dire faire une économie de temps, d'énergie et d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être formés à l'hypnose, qui vont avoir envie de compléter leurs apprentissages en allant chercher des formations en PNL et qui trouvent quand même dommage que ce soit autant de journées de formation, que ce soit quand même cher pour des fois des éléments qui sont de la révision et qui ont déjà quand même dépensé beaucoup d'énergie dans une formation de base et qui se disent, ben, recommencer quelque chose depuis le début, c'est quand même un gros investissement. Euh, donc, avec cette réflexion-là, je me disais, ben, comment on peut faire pour prendre les gens là où ils sont dans leurs apprentissages et pas leur faire une base PNL, mais vraiment ajouter les aspects du cursus PNL qui leur manquent pour aller chercher une réelle certification et des réelles habiletés qui sont applicables avec leur clientèle et qui sont plutôt des compléments de formation à ce qui a été suivi à l'Arche. Et j'ai envie de dire, ce qui est assez fantastique et ce qui a été source d'enthousiasme pour moi, ça a été de faire des liens constants entre ce qui a été vu et ce que je voyais comme étant des aspects complémentaires ou des aspects d'enrichissement et de pouvoir relier en fait tous les apprentissages qui me semblaient pertinents et essentiels, même pour une pratique d'accompagnement, à ce qui avait déjà été vu. Ce qui fait que ça empêche de vraiment compartimenter les deux approches et de mener en fait des protocoles de PNL comme si c'était un monde à part par rapport à ce qui a été appris en hypnose. Ce qui arrive souvent, hein, j'ai observé plusieurs fois des gens qui avaient été formés en hypnose, qui avaient appris la PNL et qui guidaient leur protocole de PNL comme s'ils n'avaient jamais appris l'hypnose, comme si c'était deux approches différentes.
alors que même Bandler, hein, qui est un des fondateurs de la PNL, disait très couramment aux gens qui étaient autour de lui qu'il enseignait l'hypnose et que le titre PNL, en fait, était juste une manière de vendre autrement ou de présenter autrement et de peut-être de façon renouvelée dans les années 70 où on a un essor de passion qui s'adresse à tout ce qui est informatique, mécanique de changement. Et puis, ce titre-là, PNL, était bien branché hein, dans ce monde-là des années 70. Alors, lui-même disait que le titre PNL, en fait, était juste une autre façon de nommer formation en hypnose. Mine de rien, il y a quand même des différences entre ce qui a été privilégié dans l'approche de l'ACH, dans le cursus de praticien, et ce qui est mis en relief dans une formation PNL. Alors, j'ai envie de prendre quelques instants pour attirer votre attention sur ce qui sera plutôt nouveau dans ce que j'ai l'intention de présenter en Suisse. Mais juste avant, ben, je vais vous parler un peu de moi, de mon histoire professionnelle et de mes questionnements parce qu'on a beaucoup de réponses qui arrivent dans la PNL et il ne faut pas oublier que ben, des réponses, ça vient suite à des questionnements, ça vient suite à des moments de réflexion où il semble manquer vraiment des clés importantes pour pouvoir progresser. Donc, moi, je suis violoniste à la base, donc j'ai étudié à l'université en violon avec deux axes de spécialisation, un en musique de chambre, donc on est dans la musique à petit groupe, hein, 3, 4, 5 musiciens maximum, ce qui demande une grande finesse d'écoute et d'adaptation parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre quand on fait de la musique de chambre. Tout le monde est responsable d'amener la musique à bon port et chacun est responsable de pouvoir suivre, sentir les élans des autres pour pouvoir s'ajuster. Ce qui demande quand même de la finesse de calibration et de synchro, hein, si je fais référence à des choses que vous avez apprises dans votre cursus d'accompagnement. Ça m'a suivi toute mon existence. Par la suite, j'ai surtout comme musicienne été impliquée dans des petits groupes de musique. Et j'adore la musique ancienne, j'aime beaucoup la musique qui a des échos folkloriques aussi. Et j'aime découvrir la musique d'un peu partout dans le monde. Donc, j'ai fait beaucoup de musique du monde, de musique ancienne, et j'ai adoré créer des hybrides, si on veut, entre différents styles musicaux. Dernièrement, dernier album qui a été sorti, c'est Nordri, donc de la musique nordique, de plusieurs inspirations, donc celtiques, scandinaves, québécoises. Et je suis certaine que à votre oreille, mon accent est en train de me trahir. Je viens du Québec, donc on est de l'autre côté de l'Amérique, chez moi. Je suis dans le Canada, au Québec et précisément dans la ville de Québec. Donc, il y a beaucoup de neige dehors. Et je fais une petite parenthèse, il y a quand même des différences culturelles entre la PNL dite américaine et la PNL plus européenne, hein. Il ne faut pas oublier que la PNL, c'est né en Californie, donc en Amérique, et c'était vraiment très, très ancré aussi dans une culture extrêmement pragmatique, beaucoup dans l'expérientiel, et beaucoup dans une espèce de créativité et une grande liberté. J'irais même un petit peu plus loin. Les fondateurs de la PNL étaient même des étudiants universitaires, sérieux, impliqués, oui, mais assez rebelles et même contestataires des fois de certaines rigidités universitaires. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, wow, peut-être qu'il y a une petite touche intéressante à aller chercher dans ce côté plus américain et plus collé aux racines des débuts de la PNL et aux personnages hein, qui ont fondé cette approche-là. Donc, il y a ce cursus-là en musique dans lequel je pousse mes compétences en musique de chambre, mais aussi en enseignement de la musique. Depuis très jeune, je suis assez passionnée de transmission.
Il y a plusieurs raisons à ça. Je pourrais nommer déjà des ancêtres professeurs. Il y en a beaucoup dans ma lignée, donc il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel là-dedans. Donc, tant mieux. Mais aussi quelque chose qui est assez particulier et dont j'ai envie de vous parler quelques instants. Je suis la grande sœur d'une jeune fille trisomique, donc qui est légèrement plus jeune que moi. Et très tôt, pour pouvoir avoir des interactions constructives, ludiques avec elle, j'avais besoin de lui enseigner ce que je savais pour qu'elle puisse participer aux jeux, aux activités, aux sorties. Donc, très, très jeune, c'est devenu comme un réflexe pour moi d'être apte à vulgariser et à simplifier des concepts pour les rendre accessibles. Et quand on dit vulgariser, simplifier, ben là, dans le cas de ma sœur qui a une déficience intellectuelle, c'était de vulgariser, de simplifier jusqu'à vraiment sa plus simple expression, des choses qui nous semblent, somme toute, assez naturelles. Donc, j'ai été appelée à décortiquer de l'information et des stratégies très, très tôt dans ma vie. Donc, c'est devenu, on pourrait dire, un genre de mauvais pli ou un bon pli, c'est-à-dire qui était très utile et qu'il m'a mené rapidement à enseigner. Alors, enseigner toutes sortes de choses. Même avant mes études en musique, j'avais une passion pour le sport, surtout la natation. Donc, j'ai enseigné la gymnastique et la natation. Et après, ben, rapidement, en cours d'études universitaires, j'ai commencé à enseigner la musique jusqu'à créer une école de violon. Donc, l'école de violon, chez moi, elle a 20 ans cette année et il y a une équipe de professeurs qui travaillent pour moi depuis le début, donc 3 à 10, 15, peut-être même professeurs au fil du temps ont partagé cette passion de la transmission. Et ben, quand il y a ces contacts avec des jeunes, mais aussi des adultes qui apprennent à jouer de la musique, ben, assez rapidement, il y a des observations qui se font par rapport à ces aspects de la performance ou de la progression des apprentissages qui sont d'un autre ordre que la répétition d'un geste, par exemple, ou l'apprentissage de la lecture ou le développement de l'oreille. On parle alors de développement d'une attitude qui favorise l'apprentissage, de croyances internes qui favorisent l'implication ou la persévérance, de stratégies de modélisation qui sont utiles pour progresser. Vous savez, quand on est enfant, adolescent, on a souvent des idoles qu'on qu'on rêve de rencontrer ou qu'on écoute ou qu'on regarde et qu'on imite. Il y a tous ces processus de modélisation pour l'apprentissage qui font partie de ces stratégies qui mènent à l'excellence en étant branchées sur j'ai envie de dire, des leviers de changement et d'apprentissage très, très, très primaires et instinctifs hein, chez l'être humain. C'est avec ça qu'on apprend en premier. Et quand on grandit, ben, en plus de ces éléments de motivation, de ces éléments aussi de synergie, parce que quand on travaille en groupe, il y a les influences hein, qui se passent d'une personne à l'autre dans un groupe. Il y a toutes sortes de relations hein, qui peuvent favoriser la progression. Se développe aussi un sens de l'abstraction, du discernement et un sens de l'analyse, des déductions aussi. Et là, ça ouvre la porte à plein d'autres types de stratégies qui sont plus cognitives pour le coup, mais qui font partie des mécaniques d'apprentissage et de changement. Donc, au fil de mes années d'enseignement de la musique, il y avait beaucoup de réflexions, d'observations et de recherches qui ont été faites autour de comment on apprend et comment on évolue. Puis si on avance un petit peu encore dans cette histoire de mon contact avec la PNL et avec l'hypnose, ça l'a rapidement mené à des outils de préparation mentale, notamment la visualisation, l'auto-hypnose et ben, l'univers du coaching. Hein. L'univers du coaching s'est beaucoup développé en lien avec le sport de haut niveau. Il ne faut pas oublier que faire une prestation artistique, hein, que ce soit danse, théâtre, que ce soit lecture de poésie, par exemple, création d'une œuvre en direct, de l'improvisation, de la musique.
tout ça, en fait, demande des habiletés et des prises de risques qui sont vraiment assez semblables à ce qu'on peut rencontrer dans le domaine du sport de haut niveau. Et pourtant, dans le domaine de l'art, c'est très peu véhiculé, ces outils-là. Bon, peut-être qu'on peut penser à une différence d'investissement, de budget, d'accessibilité, etc. Mais il y a aussi quelque part une différence de culture, comme si l'artiste avait seulement à être inspiré ou comme s'il avait à être fait pour ça, euh, qui fait que peut-être il est moins porté à se faire accompagner, mais c'est en train de changer. Donc, dans la trentaine, j'ai commencé à vraiment rechercher ces outils de préparation mentale plus activement jusqu'à faire une formation à Clermont-Ferrand qui était vraiment en intervention et accompagnement à la performance, qui était donnée surtout pour des sportifs. Et bien, quelque part, ma mission à travers ça, c'était de transposer ces outils aux artistes et plus spécifiquement aux musiciens. Et après, ben, ces outils-là se sont bien collés à tout ce que j'avais appris et découvert dans mes formations d'hypnose et de PNL. Et j'ai eu un malin plaisir à regrouper, à créer aussi des équivalences et voir comment est-ce que la mécanique, en fait, du changement pouvait expliquer l'efficacité de plein de protocoles qui étaient présentés dans les trois approches. Alors, me voilà formatrice à l'Arche depuis quelques années, formatrice à Coaching Québec par un concours de circonstances parce que, ben, comme il y avait plus d'étudiants, il y avait besoin d'avoir plus de formateurs. Alors, rapidement, après ma formation de coach et d'enseignante en PNL, j'ai été appelée à former. Euh, et l'Arche, ben, s'est ajouté quelques années plus tard parce que je cherchais une école d'hypnose qui proposait des spécialisations plus avancées, ce qu'on a très peu au Québec, parce que le Québec, c'est très grand en termes de territoire, mais c'est très petit en termes de grosseur de population. Donc, si on veut avoir des services beaucoup plus spécialisés, alors on a besoin d'aller rejoindre la francophonie, si on veut garder la langue française. Et bien, l'Arche se positionne quand même comme un leader incontestable de l'hypnose en francophonie. Et j'ai été assez euh, ben, impressionnée par les concepts qui étaient présentés dans le cursus et aussi par des habiletés, par exemple, développées autour du langage hypnotique, quand on parle de pré-hypnotique, de suggestion indirecte, de la manière de sculpter des chemins d'effets désirés. J'ai trouvé que franchement, l'Arche proposait quelque chose d'extrêmement poussé par rapport aux autres écoles que je connaissais à ce moment-là. Et l'autre aspect, c'est vraiment aussi cette attention particulière à amener signaling et phénomènes hypnotiques, donc une implication du corps tout au long du changement et de vraiment chercher à rejoindre les fondements vraiment psychobiologiques de notre client et de vraiment aller chercher de l'interaction et des réponses physiologiques qui sont, ben, somme toute, plus fidèles à ce qui se passe dans l'inconscient. Euh, alors, depuis 7 ans, ben, je ne peux plus pratiquer la PNL de la même manière. J'y ai ajouté du discours préhypnotique, j'y ai ajouté beaucoup plus de suggestions indirectes. J'ai gardé le côté conversationnel de temps à autre avec des clients parce que peut-être ça leur convient mieux ou ça les rassure davantage ou ça leur parle plus ou ça permet d'aller chercher des symboles. Euh, et des images et de voir comment tout leur paysage intérieur change hein, à travers le changement. Et ça m'a aussi permis de tester qu'est-ce que ça donne quand on ajoute du signaling, qu'est-ce que ça donne quand on ajoute des phénomènes hypnotiques, par exemple des lévitations ou des mains qui sont attirées ou le corps qui bascule en avant ou une main qui prend de l'autonomie et qui sort de sa posture habituelle pour se diriger quelque part et amener des nouvelles réponses ou des nouvelles sensations intérieures. Et franchement, j'ai été assez impressionnée de remarquer
tout ce que ça apportait, déjà de plus ludique, parce qu'il faut se le dire, vivre des phénomènes hypnotiques, remarquer comment une part peut s'exprimer par le signaling, c'est quand même vraiment impressionnant et c'est fascinant. Donc, les clients apprécient. Mais aussi, il y avait vraiment quelque chose de plus efficace, de plus profond, de plus introspectif dans ce que les gens pouvaient vivre en PNL. À l'inverse, quand je pratique de l'hypnose et qu'un client me demande une séance d'hypnose, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il manque de précision dans certains déroulés qui ne demandent pas beaucoup de réponses conscientes. Quand on parle, par exemple, du recadrage en 6 étapes, quand on pense à ce qui se passe, tu sais, dans l'inconscient et qui fait juste dire OK, hein, avec le signaling, mais on n'a pas vraiment trop d'idées de qu'est-ce qui coinçait exactement et qu'est-ce qui manquait et qu'est-ce qui fait que ça s'est installé. Quand on travaille avec Rossi, on peut avoir aussi quelque chose d'assez introspectif et pas beaucoup d'accès conscient à ben, ce qui faisait en sorte qu'il y avait des points de bascule qui avaient mené à ben, de la souffrance ou une difficulté. Et de temps en temps, c'est très intéressant de remarquer que ça peut manquer à certains clients et que d'identifier assez finement des fois des déclencheurs ou des stratégies qui sont moins efficaces, ça peut permettre déjà plus de connaissance de soi pour le client, une meilleure connaissance du client pour celui qui accompagne, mais aussi une capacité à mieux rectifier le tir dans d'autres sphères ou dans d'autres situations. Alors qu'on peut reconnaître comme ça dans la mécanique de réaction ben, des actions assez concrètes qui peuvent ben, changer le cours des réactions et des réussites de la personne à plus long terme. Donc, j'ai trouvé vraiment important et intéressant d'aller chercher plus de précision, plus de clarté, plus d'interaction, puis plus d'implication même de la part consciente parfois à travers des cheminements, alors que c'est l'hypnose qui avait été demandée au départ. Donc, si on décortique un tout petit peu mieux au niveau de la matière et ce qui est prévu hein, dans ce cursus de PNL-là, d'abord, je dois dire que les 7 jours seront consacrés à une alternance entre, bien sûr, des présentations un peu plus théoriques, des échanges, mais surtout des expérimentations, soit en petits groupes, soit 2 par 2, de ces fameux protocoles de changement qui sont quand même utilisés depuis très longtemps et qui sont ben, appréciés pour leur efficacité. Donc, euh, il y a vraiment une attention de vivre et d'expérimenter des protocoles en entier, mais en même temps de les relier à ce qui a déjà été vu dans le cursus de l'Arche pour vraiment s'assurer de connaître l'intention derrière chaque étape qui est menée dans l'accompagnement. Je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui se disent, oui, mais en fait, la PNL, comme c'est majoritairement des protocoles, on a juste à acheter un livre et à faire le déroulé des protocoles. Ben, oui et non. Oui, dans le sens où, ben quand même, les étapes sont assez claires. Si on les mène avec une bonne posture d'accompagnement, avec de la synchro, en reprenant les mots du client, il y a moyen vraiment d'avoir des bons résultats avec ces protocoles-là si on a déjà été formé en hypnose, par exemple. Maintenant, ce qui n'est pas enseigné dans les livres, c'est quelles sont les intentions et sur quelle base théorique sont articulées en fait ces mécaniques de changement. Donc, il y aurait vraiment du temps à chaque jour pour décortiquer les mécaniques de changement. Et sur quelle base théorique tout ça a pu se construire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons affaire à des universitaires extrêmement motivés qui sont aussi dans un foisonnement d'approches. On peut parler, par exemple, de la Gestalt, parce qu'il y a Fritz Perls qui a été modélisé au début de la PNL.
On va parler aussi de l'approche cognitivo-comportementale qui était en fait très en vogue dans ces années-là et qui s'est beaucoup développée depuis et qui possède réellement des troncs communs avec ce qu'on appelle la PNL. Toute une approche plus orientée solution, orientée vers le potentiel de la personne et ses stratégies d'excellence. Euh, et là, on a Virginia Satir, qui était une thérapeute qui a été modélisée aussi au début de la PNL et qui était une fière représentante d'une approche positive, hein, et de valorisation du potentiel des gens. Euh, donc, toutes ces approches-là ont influencé les débuts de la PNL et sont très importantes aussi à connaître pour pouvoir piloter ces protocoles-là, en pouvant aussi faire usage de créativité et d'adaptabilité dans la manière de guider tout ça. Euh, Ce qu'on va remarquer, puisque la PNL est un peu plus interactive, plus aussi basée sur un chemin de transformation qui se fait souvent étape par étape. En fait, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, hein, un chemin de transformation étape par étape. Par exemple, quand il y avait le score, hein, vous avez déjà vécu ça, hein, passer un temps sur le S, en ressortir, passer un temps sur le C, donc les causes, en ressortir, passer un temps sur l'objectif, en ressortir. Donc, on pourrait dire que ça, c'est une genre de marelle de changement avec vraiment des stations par lesquelles on peut passer. Donc, il y a plusieurs protocoles qui sont articulés comme ça en PNL. Euh, on va remarquer que les moments inductifs, quand on accompagne en PNL, sont assez courts, un peu comme dans l'hypnose rapide, et vont être répétés à plusieurs endroits, un peu dans la couleur du fractionnement, hein. Quand on fait du fractionnement, on a tendance à augmenter l'efficacité d'une transe. Et là, il y a vraiment un jeu qui se fait dans la modulation de l'intensité de la transe, mais aussi de la réinduction, hein, peut-être des ancrages de réinduction ou franchement des réinductions, mais somme toute assez rapides, qui vont se faire à différents moments du protocole de changement. Donc, cela fait en sorte que ben, les réponses qui vont venir et ce qui va être vécu dans chaque espace de changement va être plus profond, va être plus connecté aux réelles réponses de l'inconscient, donc va induire un changement qui est plus durable. Euh, Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de remarquer qu'il y a quelques différences entre la détermination d'objectifs telle qu'elle est menée en PNL versus la détermination d'objectifs qui a été vue à l'Arche. Et j'ai envie de dire, les deux mettent l'emphase sur des points légèrement différents et les deux ont vraiment des forces très saillantes et caractéristiques. J'ai envie de dire, quand on pose la question en hypnose, qu'est-ce qui a besoin de changer en toi maintenant pour que le changement puisse s'installer? Et quand on prend vraiment le temps de laisser la personne entrer en contact avec les émotions et le somato-affectif de l'étape 1 et de l'étape 2 assez longtemps pour vraiment pouvoir même provoquer un mouvement émotionnel, bien là, on est vraiment en train de mettre en relief les grandes forces de notre questionnement en hypnose. Et là, je ne parle pas de tout ce qu'on ajoute en termes de faire répondre une partie ou travailler à deux niveaux dans la DO, hein. Ça, c'est franchement extraordinaire de pouvoir faire ça. En PNL, il y a quand même des aspects qui sont vraiment intéressants aussi à valoriser. Je vais nommer aujourd'hui euh, ce qui est en lien avec les violations du métamodèle. Donc là, on va aller un peu plus dans les forces de la PNL au niveau du langage. Donc, ça a été vu quand même, le métamodèle, dans ce que vous avez appris, n'est-ce pas, dans le cursus de l'Arche, mais un peu rapidement. Donc, en PNL, il y a vraiment une attention pour compter et garder en mémoire toutes les violations du métamodèle qui ont fait partie de la description du problème.
C'est comme s'il y avait des points, comme des marques de référence de là où part le client par rapport à sa manière d'exprimer sa souffrance, sa difficulté dans l'étape 1. Il y a même des gens qui se sont appliqués à compter le nombre de généralisations, par exemple, ou le nombre de distorsions dans la manière dont le client avait de s'exprimer pour pouvoir reparler de la situation initiale 3 semaines plus tard, par exemple, après avoir vécu des rencontres d'accompagnement, et de recompter cette fois-là le nombre de violations du métamodèle dans la manière d'exprimer comment la personne se sent maintenant et de vraiment calculer en termes de marqueurs d'efficacité, il y avait combien de différences entre le chiffre du départ et le chiffre 3 semaines plus tard, quand le changement avait pu s'implanter et opérer vraiment des différences dans le système de représentation de la personne, ses émotions et ses comportements. Et c'est quand même fou de se dire que des fois, on qualifie l'accompagnement de quelque chose de difficile à mesurer parce que c'est subjectif, puis c'est de l'observation, c'est pas très précis. Et en fait, ceux qui utilisaient la PNL avaient vraiment quand même une attention par rapport à compter de façon plus précise les marqueurs d'efficacité et de changement. L'autre aspect est plutôt en termes de calibration, donc de vraiment calibrer très finement les réactions physiologiques de la personne quand elle parle de son problème et de mesurer, par exemple, avec des échelles d'inconfort, la souffrance émotionnelle ou physique reliée à un problème que la personne tente de régler et de pouvoir remesurer un peu plus tard avec les mêmes échelles et avec une calibration fine que le guide peut faire en observant de quoi a l'air la personne quand elle reparle des mêmes déclencheurs à peu près 3 semaines plus tard, après avoir vraiment intégré le changement. Donc, ça sera assez important aussi dans notre manière d'étudier les marqueurs d'efficacité en PNL. Jusque-là, ça va? Ça vous éclaire un peu plus sur ce qui va être présenté, ma façon de voir ça, etc. Donc, je vois des petits signes de tête. Pour ceux qui sont plutôt dans le chat, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Moi, je vous lis en cours de route. Puis oui, s'il y a des questions, je vais répondre aussi. Je vous vois me poser des questions dans le chat. Alors, il y a un autre aspect dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est l'aspect modélisation. Donc, l'approche de la PNL est carrément basée sur la puissance de la modélisation, donc reproduire des stratégies d'excellence. Et bien sûr, quand on prend, par exemple, un mentor, une personne ressource dans le score ou dans les niveaux logiques, par exemple, quand on modélise quelqu'un, ça peut être aussi dans le changement de comportement. Par exemple, quand on imagine la projection d'un modèle, qu'on entre dans le modèle. Ça peut être aussi pour ceux qui ont fait le protocole du tigre ou de l'animal totem, ce qu'on va aller chercher quand on entre dans une projection d'un animal qui nous inspire, par exemple, de la force, par exemple, du courage, comme le tigre, par exemple. Il y a toute cette question d'aller chercher des stratégies d'excellence dans une projection. Dans le fond, c'est l'imagination qu'on a d'une personne qui nous donne accès à comment elle peut faire ou comment elle peut penser ou c'est quoi son attitude et voire même quelles sont ses valeurs ou ses croyances qui font en sorte que l'autre réussit par rapport à moi quand je tente mon coup, ça échoue. Bon, pour l'instant, ça échoue. Bien sûr, ça fait appel à l'imagination, mais j'ai envie de vous parler un peu de ce qui est plutôt de la modélisation dans une conversation. Donc, une modélisation directe, en live, en présentiel, dans l'action et dans l'interaction. Alors, c'est dans une approche plus conversationnelle qu'on va retrouver des manières de mettre en lumière ou mettre au jour les stratégies, les croyances et
les valeurs des gens qu'on peut questionner dans une optique de progression. Alors, il y aura vraiment à ce moment-là des petites équipes où chacun va tenter de modéliser les stratégies d'excellence en accompagnement des autres personnes qui sont là dans le cours. Donc, ça va être une manière de tirer un peu tous les participants vers le haut parce que ben, chacun s'inspire des forces et des stratégies gagnantes des autres. Et quand on observe la posture d'accompagnant en PNL, elle est somme toute assez généralement cohérente avec ce que vous avez appris en accompagnement via l'hypnose, c'est-à-dire plutôt de la position basse, en tout cas sur le contenu assurément. Beaucoup de synchronisation, de l'écoute, de la reformulation à l'identique, une grande attention aux micro-mouvements et aux petits indices émotionnels pendant le questionnement et pendant la transformation. Donc, tout ça, en termes de posture, est pareil. Là, j'ai envie de vous amener dans trois aspects qui sont plutôt mis en valeur et peut-être un peu plus poussés dans les approches PNL. En tout cas, c'est ce qui était mis en valeur au départ dans ce qui a été euh, présent dans les rencontres de pratique et d'expérimentation des fondateurs de la PNL, à savoir le discernement, la créativité et les capacités de négociation. Donc, ces trois ressources parmi plein de ressources qui sont possibles. On peut modéliser plein de choses, on peut modéliser du leadership, on peut modéliser de l'ouverture d'esprit, on peut modéliser du courage, on peut modéliser de la patience. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Mais j'ai envie de dire, quand on accompagne, il y a quand même quelque part des piliers qui peuvent être davantage utiles et qui peuvent avoir besoin d'être développés. Et là, pour compléter ce qui avait déjà été entraîné dans le cursus de l'Arche, il y a un focus qui se fait un peu plus précisément sur ces trois aptitudes-là. Donc, pourquoi le discernement? Parce qu'il va y avoir le découpage de stratégies. Donc, on va faire un découpage assez précis et assez fin d'enchaînement, en fait, déclencheur-réaction. Hein? Nous fonctionnons dans un environnement, donc ce qui est autour de nous comme être humain, ça agit comme des déclencheurs et il va y avoir une réaction de notre part par rapport à ces déclencheurs-là. Mais comme l'être humain a aussi un monde intérieur qui est très riche, il y a aussi la présence de déclencheurs intérieurs. Ça, c'est des pensées, des interprétations, des images mentales qui peuvent venir, un lien qui se fait avec un souvenir, par exemple, une projection, une peur, etc. L'état dans lequel on se réveille le matin, hein, parce qu'on n'est pas toujours exactement positionné de la même manière face au monde extérieur, parce qu'il y a des matins où, je ne sais pas, on est un peu plus ouvert, un peu plus détendu, etc. Donc, l'idée, là, ça va être de faire preuve de discernement pour pouvoir faire un fin découpage des enchaînements déclencheurs-réactions et de pouvoir aussi rencontrer ce qui est de l'ordre d'un déclencheur extérieur versus ce qui est de l'ordre d'un déclencheur intérieur. Et de vraiment pouvoir séparer les deux, opérer des classements et faire des recoupages entre la structure d'une problématique et les points de bascule, hein, parce que quand une stratégie échoue, en fait, c'est rare qu'elle échoue partout. En général, elle commence assez bien et à un moment donné assez précis, pouf, il y a un point de bascule. Et le fait de pouvoir l'identifier avec beaucoup de clarté, de lucidité et de discernement, ça permet d'aller choisir un protocole qui va permettre d'opérer, si on veut, une réparation ou un ajustement. Et là, la nouvelle séquence déclencheur-réaction va pouvoir être mise en place. Quand on travaille avec l'hypnose et qu'on demande de manière assez globale de rebrancher un ancien déclencheur à un nouveau comportement, mais que ça se fait à l'aide du signaling, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, des fois, même dans l'inconscient, c'est comme si la recherche est trop floue, il n'y a pas de point d'attache
Et il y a comme une genre de difficulté à vraiment bien identifier c'est quoi le déclencheur et de vraiment pouvoir l'attacher précisément à la nouvelle réaction. Donc là, en PNL, on a beaucoup d'outils pour aller préciser ce travail-là. Donc, on parle de discernement. Le discernement, c'est aussi cette manière de prendre du recul, hein. C'est ce qu'on fait quand on se dissocie d'un problème. Et c'est aussi avec le discernement qu'on va pouvoir choisir à quel moment on dissocie une personne de son problème et à quel moment on la réassocie pour avoir un maximum d'efficacité dans une mécanique de changement. Le discernement, c'est aussi de savoir à quoi sert le fait d'associer, à quoi sert le fait de dissocier et quel langage on utilise pour avoir un maximum d'effet sur l'association ou sur la dissociation. Donc, il y aura des moments où il y aura de la modélisation autour des facultés de discernement qui vont pousser les pratiques d'accompagnement à un autre niveau. Ensuite, je vais parler un petit peu de ces facultés de négociation parce que, hein, vous savez, vous avez une négociation entre parties, vous avez ce qu'on appelle les polarités. Il y a aussi, par exemple, quand on fait une réécriture de l'histoire personnelle, quand on fait une redirection d'histoire de vie, hein, on a quelque part des fois des personnages avec lesquels il y a de l'interaction, avec lesquels il y a de l'expression, mais aussi une genre de négociation pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Et ces stratégies et ces facultés de créer un climat favorable à la négociation et aussi d'interagir verbalement avec des structures de langage plus propices à s'entendre mieux, ben ça s'apprend. Donc, il y aura quelques moments aussi où il y aura du travail en petit groupe autour de la modélisation de ces aptitudes-là, sachant que dans les protocoles qui seront vus, plusieurs seront aussi des protocoles qui peuvent être utilisés euh, dans un travail avec des couples, par exemple. Donc, quand il y a deux personnes qui sont dans le cabinet, travaille avec des familles, hein. Il ne faut pas oublier que Virginia Satir et Fritz Perls aussi travaillaient quand même beaucoup avec des familles, avec des groupes et s'attardaient aux interactions entre les différentes personnes qui sont là. Donc, il y a plusieurs protocoles de PNL qui sont intéressants à mener avec des groupes aussi et qui peuvent, par exemple, servir dans un événement de team building avec des équipes de travail aussi. Donc, tout ce qui est négociation va être particulièrement utile quand on a plus d'une personne impliquée, soit dans le bureau, parce que des fois, les différentes personnes sont vraiment là en présence, ou bien quand il s'agit de développer des stratégies de communication ou d'interaction avec quelqu'un qui a du mal avec ces stratégies de communication et qui a à travailler ça avec un client pour qu'après, dans ces interactions hors cabinet, il y ait quelque chose qui se développe et qui se passe mieux. Donc, ça, c'est pour le deuxième point à modéliser. Et le troisième, c'est la créativité. Et là, il y a deux choses là-dedans. Créativité, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y a recadrage en 6 points, recadrage en 6 étapes, hein, celui qui dit il y a une partie créative qui va chercher des nouvelles solutions. Ben, c'est vraiment intéressant de se dire, wow, il y a une partie créative qui cherche des solutions, mais est-ce que vous saviez combien de créativité vous avez perdu en maturant? Parce que un jeune enfant, en fait, hein, autour de l'âge préscolaire, a accès à une très, très grande neuroplasticité. Donc, il est très, très créatif, très ouvert et très malléable. Mais il se produit un genre d'élagage des neurones quand on vieillit, hein, ça c'est un peu dommage. Ça nous rend un petit peu moins flexibles et adaptables avec le temps et surtout moins créatifs. Ça a des belles fonctions, c'est-à-dire que quelque part, ça stabilise vos traits de personnalité. Hein? Donc, au lieu de vous réveiller un matin et vous êtes extrêmement introverti, le lendemain, vous êtes extrêmement extraverti, et après ça, le surlendemain,
vous êtes très, très, très cérébral et après, la semaine d'après, vous êtes très, très, très émotionnel et la semaine d'après, vous êtes beaucoup dans votre corps et dans l'action, ça serait vraiment dur à suivre, et pour vous et pour les autres. Après, pour apprendre un métier, un travail et contribuer à la communauté, ben, c'est bien d'être spécialisé quand même aussi. Donc, c'est intéressant de se dire que ce rétrécissement de vos facultés de malléabilité et de réorganisation favorise quelque chose, mais en même temps, ça réduit quand même vos facultés de créativité. Et ça, c'est dommage parce que quand on dit il y a une part créative qui va trouver des nouvelles manières de réagir, mais en fait, si ça se trouve, la part de créative, la vôtre et celle de vos clients, en fait, elle a besoin de stimulation pour pouvoir donner du rendement. Et là, ben ça aussi, ça s'apprend, ça se modélise et il y a vraiment plein de stratégies très intéressantes pour stimuler l'accès à plus de créativité, d'adaptabilité et entrer en mode solution avec de véritables nouvelles solutions. Sinon, ben, c'est moins intéressant parce que c'est comme si les solutions qui viennent sont un peu toujours les mêmes, des solutions génériques et ne sont peut-être pas assez originales dans le système pour produire un véritable changement. Donc là, ça clôt dans le fond les trois points centraux des éléments de modélisation qui vont être vus. Donc, des modélisations qui se font entre participants et qui se font aussi en imaginant s'il y avait un client ici, comment est-ce que je pourrais faire pour stimuler son accès à plus de capacité de négociation, créativité et discernement. J'enchaîne avec la manière dont le conducteur a été construit pour cette formation-là. Donc, vous savez qu'à l'Arche, il y a quand même beaucoup d'attention qui est mise sur la manière de transmettre les connaissances, mais aussi sur les liens avec la théorie et avec les recherches qui sont faites dans le domaine de la psychologie, de la sociologie aussi. Et ça, c'est un domaine qui évolue largement au fil des ans. Donc, j'ai passé plusieurs moments assez consistants avec Bruno, qui est le responsable plus pédagogique des formateurs, pour articuler la structure de la formation et assurer un bon équilibre entre les moments où on parle de théorie, les moments où il y a de l'interaction en petits groupes, les moments de pratique à deux, l'équilibre entre la pratique et la réflexion, ainsi que les moments de retour sur les expériences pour pouvoir même relier ce qui se passe dans les pratiques à des cas clients, des questions par rapport à des vrais accompagnements qui se passent dans vos cabinets et qui peut-être vous posent question. Faire des liens aussi avec des interventions auprès d'enfants, parce que amener des techniques de changement à un enfant, ça se fait un peu différemment. À des ados, ça se fait un peu différemment aussi. À des groupes, à des couples, ça se fait différemment. Et en terminant, quelque chose d'assez important aussi, c'est qu'il y a des différences entre mener une séance de PNL avec de l'hypnose dedans en Zoom, par exemple, donc en visio, versus ce qu'on va faire en présentiel. Donc, il y aura aussi des échanges pour pouvoir adapter les protocoles, peu importe la manière de travailler par la suite. J'avais parlé tout à l'heure de créativité, ben c'est un peu ça, c'est des facultés d'adaptation qui vont être stimulées pour pouvoir adapter au milieu dans lequel ces protocoles-là vont pouvoir être utilisés. Ensuite, il y a eu aussi des moments assez poussés d'échange avec Cyril Champagne, que vous pouvez voir abondamment sur Hypnologie, sur la chaîne YouTube de l'Arche, et qui est un des responsables avec Clément Appelian de faire le lien entre la matière qui est vue dans les cours et l'état de la recherche et aussi l'historique de la recherche et des connaissances qui sont véhiculées en psychologie, en sociologie, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de se dire que à la fois dans la structure de la transmission, ça a été vraiment fait avec beaucoup d'attention.
et d'expérience. Là, j'ai envie de dire, ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne et la PNL et l'hypnose. Là, on est près d'une dizaine d'années maintenant. Et aussi une attention à la qualité de l'information qui va être véhiculée. Il ne faut pas oublier que Kevin et Jean Dupré, en fait, avaient suivi à la base la formation de PNL qui avait été donnée par Richard Bandler. Donc, euh, vraiment, le cursus de l'Arche est partiellement basé sur des choses qui avaient été vues à la base hein, avec les fondateurs de la PNL, donc vraiment depuis le début. Euh, D'autre part, moi, j'aime aller vraiment loin dans les concepts, la manière dont les concepts s'articulent et quel est le lien entre la théorie et l'application extrêmement pratique des choses. Donc, mes lectures ont pu aussi permettre d'aller très, très loin dans qu'est-ce qui se cache derrière la mécanique de changement et ça me fera un grand plaisir de partager aussi des références, par exemple, de livres ou de vidéos ou de références plus scientifiques par rapport à tout ça. Euh, Puis, tiens, j'enchaîne rapidement autour de ce qui fait que vraiment ça a été choisi en connaissance de cause là, et vraiment réfléchi. Ce qui fait que cette semaine intensive de PNL est strictement offerte aux personnes qui ont suivi le cursus de l'Arche, donc qui ont vraiment une diplomation de praticien. Euh, La première raison, c'est que je connais exactement tout ce qui aura été vu parce que je l'enseigne régulièrement, soit au Québec, soit en France, soit en Suisse. Donc, ce qui est dans le technicien 1, dans le technicien 2, dans le praticien, je le connais très, très bien. Je sais même dans quel ordre et comment c'est enseigné. Donc, les parallèles à faire avec ce qui a déjà été vu et ce qui est présenté dans le cursus de PNL sont très faciles à faire pour moi. Et l'autre raison, c'est que ben, si quelqu'un a suivi une formation d'hypnose ailleurs, il n'y a rien qui dit que les bouts d'équivalence de PNL ont été effectivement vus et validés dans leur cursus. Donc là, l'idée derrière cette semaine intensive, c'est vraiment de reconnaître des acquis. Donc, c'est impossible pour moi de pouvoir reconnaître des acquis alors que je ne sais pas ce que c'est et qu'il y a de la matière qui ne sera pas vue. Il faut aussi savoir que l'INLPTA est assez exigeante et standardisée. Donc, il y a plusieurs associations qui reconnaissent les certifications hein, en PNL. C'est beaucoup plus standardisé que les cours d'hypnose. Et il y a vraiment certains protocoles précis et certaines habiletés qui doivent être rencontrées pour pouvoir obtenir une certification. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de faire des passe-droits sur, mettons, les protocoles de base qui sont vus un peu partout. Et ben, sachant ceux qui sont effectivement vus et maîtrisés à l'âge, ça permet de faire vraiment un grand, grand bond en avant d'économie de temps et d'énergie, de nombre de jours, parce que ça a déjà été vu et que là, on va se concentrer exclusivement sur bonifier des choses qui ont déjà été vues. Par exemple, les ancrages, ça a été vu à l'Arche, mais il y a franchement des choses beaucoup plus élaborées qu'on peut faire avec les ancrages. On peut les agencer, on peut les enchaîner, on peut les combiner, on peut en ajouter à d'autres moments. Donc, il y a vraiment un monde qui s'ouvre autour des ancrages et de leur utilisation. La même chose pour les sous-modalités. Vous les avez vus, mais rapidement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les sous-modalités, notamment autour des changements de croyances, autour des changements de valeurs et autour de l'harmonisation des différentes facettes de la personnalité. Donc, c'est vraiment hyper riche de pousser les sous-modalités plus loin. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des protocoles qui sont sur les stratégies. Il n'y a pas grand-chose qui est vu dans le cursus de l'Arche autour des stratégies. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à pousser en PNL là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure des négociations, donc il y a des protocoles plutôt axés sur résolution de conflits, sur transformation d'enjeux systémiques aussi qui vont être vus dans le cursus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi.
Euh, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que il y a vraiment des protocoles qui s'adressent à euh, des réajustements plutôt au niveau identitaire, voire même de la mission qu'on peut avoir. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a poussé beaucoup non plus en cycle 1. Donc, il y a ces éléments-là qui vont être riches au niveau des protocoles. Et je termine avec les notions de recadrage. Donc, il y a un tout petit peu de recadrage conversationnel qui est vu au niveau du métamodèle, mais c'est quand même vraiment peu. Quand on passe en technicien 2, là, on passe vraiment rapidement là-dessus. On va passer vraiment rapidement aussi sur les métaprogrammes. Il y a des choses plus poussées, plus ludiques et de décodage dans la DO qui peuvent être faites. En PNL, on va les pousser un peu plus. Donc, ça, c'est intéressant. Mais les ajustements au niveau de l'identité, j'ai envie de dire, ça, franchement, ça manquait. Des stratégies, ça, franchement, ça manquait. Et c'est des aspects qui vont être vraiment vus et décortiqués. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ces protocoles-là et de permettre d'agrandir le coffre à outils de ceux qui vont vouloir pratiquer euh, en faisant un amalgame assez vivant, dynamique et équilibré entre l'hypnose et la PNL. Donc, en conservant vraiment tous les bons réflexes qu'on peut avoir en hypnose, hein, le fait d'être hypnotique, le ton de voix, hein, qui fait que la personne peut se laisser aller, la variété de suggestions indirectes qui sont à maintenir, la force incroyable du discours pré-hypnotique qui, pour le coup, pourra même être travaillé conjointement avec les métaprogrammes. Donc, comment on fait un discours pré-hypnotique en étant vraiment euh, attentif au métaprogramme d'une personne pour pouvoir au maximum pouvoir créer un langage d'influence efficace avant de mener un protocole. Donc, voilà où j'en suis en ce moment par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais là, je ne vais pas quand même donner tout le cours d'un coup, mais déjà, ça vous en donne un peu plus pour pouvoir valider est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous appelle, comment vous vivez ça et comment vous pouvez faire une place hein, pour ce condensé de 7 jours qui se donne exclusivement pour l'instant à Genève. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est donné ailleurs pour l'instant, c'est la première fois. Et ben, on verra après si ça peut s'ouvrir, peut-être en France et rendre la PNL un petit peu plus accessible, hein, en mode perfectionnement, spécialisation, ajout de compétences, par-dessus une formation de base qui, somme toute, est déjà très consistante et ben, extraordinaire. Hein? C'est vraiment une école très dynamique qui propose beaucoup de services qui sont euh, ben, avancés là, quand on regarde les modules de spécialisation, le cycle 2, etc. Donc, ça vient s'ajouter à cette palette déjà bien riche. Merci Anne-Hélène. C'était un contenu très riche. Je vais peut-être juste couper l'enregistrement pour pas que ça fasse une trop lourde vidéo. Euh,